Ivan Goncharov, La terrible maladie. Avril 20. Le soleil accompagnait d'un trait de feu la dernière journée de l'hiver, qui en partant fit une grimace si déplorable que la néva de rire craqua et déborda tandis que la terre dure fit un sourire à travers la neige. L'hirondelle fit du vent, et l'alouette toupillonne annoncèrent l'arrivée du printemps. La nature se mit à bruire des bruissements coutumiers. Ceux qui mouraient ou dormaient s'éveillèrent et revinrent à la vie. Tout se mit à s'agiter, à chanter, à sautiller, à grognonner, à coasser dans le ciel comme sur la terre, dans les eaux comme sous la terre. Et voici que les habitants de Pétersbourg remarquèrent que le printemps était là. Dès le premier beau jour, je sortis gaiement de la maison et me rendis droit chez les Zourov, pour fêter avec eux le renouveau de la nature, et passer chez eux toute la journée. Bonjour Alexis Petrovitch, dis-je. J'ai bien l'honneur de vous saluer, Maria Alexandrovna. Mes hommages printaniers, il fait chaud aujourd'hui. À peine avais-je prononcé ces paroles, que j'en frémis encore, maintenant. Un mouvement inhabituel parcourut soudain toute la famille. Alexis Petrovitch bâilla et jeta un coup d'œil entendu à son épouse. Celle-ci lui répondit par un sourire douloureux. Les deux plus jeunes enfants se mirent à sauter sur place, et les aînés se mirent à applaudir. Les yeux de la grand-mère s'animèrent d'un éclat peu naturel, tout cela empreint de je ne sais quelle joie sauvage. Je me figeai et les contemplai, abasourdi. Qu'avez-vous demandai-je timidement. Vous vous sentez bien? Dieu merci, répondit Alexis Petrovitch en bâillant de plus belle. Mais il se passe ici quelque chose de bizarre, n'y a-t-il rien qui vous chagrine? Oh non, au contraire, l'arrivée du printemps nous réjouit. Le temps est venu pour nous de reprendre nos promenades hors de la ville. Nous aimons profiter du grand air et passons la majeure partie de l'été à la campagne. Magnifique, dis-je. J'espère que vous m'autoriserez à partager ce plaisir avec vous. Le même mouvement se reproduisit. Avec joie, répondit Alexis Petrovitch en me jetant un regard farouche. Je m'effrayai pour de bon, ne sachant que faire ni comment expliquer cette scène. Je demeurai debout, indécis, mais quelques instants plus tard, tout avait repris son cours normal, et l'amabilité de l'hôtesse me permit de sortir de cette situation embarrassante. Vous déjeunez avec nous aujourd'hui, j'espère, s'enquit-elle. Avec plaisir, répondis-je, mais il est encore tôt, et je vous demanderai la permission de rendre encore une visite. Allez-y, me cria Alexis Petrovitch tandis que je m'éloignais, mais revenez sans faute. Et comme vous avez promis de nous accompagner à la campagne. Là-dessus, il bâilla de rechef. Nous conviendrons d'une date et mettrons au point notre première sortie. On est encore loin des promenades à la campagne, pensai-je, sans oser le dire, car je voyais qu'ils prenaient très à cœur ce plaisir à venir. Sortis de leur maison, je cherchais à deviner les raisons de l'attitude inexplicable qu'avait eue toute cette famille. Ne nourrirait-il pas à mon encontre quelque ressentiment, me dis-je. Mais l'invitation à déjeuner et les paroles aimables s'accordaient mal avec leur étrange accueil. Qu'est-ce que cela signifiait? Réfléchissant de la sorte, j'eus l'idée d'aller me renseigner auprès d'un vieil ami de la famille. C'était mon camarade d'études, Nikon Oustinovitch Tiagelenko, un marchand petit russien, lui aussi ami ancien des Zourov, par qui je les avais connus. Il était célèbre depuis son plus jeune âge pour son indécrottable et méthodique flemme, et pour son héroïque indifférence à l'égard des activités mondaines. Il passait la majeure partie de sa vie couché sur son lit. S'il s'asseyait parfois, c'est uniquement à table pour le repas de midi. Il estimait que pour le petit déjeuner et le dîner, cela n'en valait pas la peine. Comme je l'ai dit, il ne sortait pratiquement pas de chez lui et avait acquis tous les attributs du paresseux, une bedaine qui se dressait volumineusement et majestueusement. D'ailleurs, tout son corps retombait en plis, comme chez un rhinocéros, formant comme une espèce de vêture naturelle. C'est en vain que les médecins lui prédisaient un combat prochain avec toute une légion de maladies et plusieurs sortes de morts. Il réfutait ses contradicteurs avec les arguments les plus simples et les plus clairs.
Par exemple, si on lui reprochait de peu marcher et de risquer ainsi une attaque d'apoplexie, il rétorquait que de l'entrée à sa chambre menait un corridor sombre qu'il parcourait au moins 5 fois par jour, ce qui suffisait amplement à le protéger d'une attaque. Puis, en manière de conclusion, il ajoutait que même si la dite attaque le frappait, lui, Tiagelenko, cela lui donnerait l'occasion et une raison légitime de rester à demeure chez lui et le mettrait éloquemment à l'abri de toutes sortes d'agressions verbales, et de plus il n'aurait plus rien à craindre pour sa santé. En ce qui concerne l'air qu'on lui conseillait de respirer, il affirmait qu'en se réveillant le matin, il mettait le nez à l'ouverture du lucarnon et aspirait de l'air pour toute la journée. Les médecins et les amis haussaient les épaules et le laissaient en paix. Tel est mon ami Nikon Ustinovitch. C'est donc chez lui que je me rendis après avoir constaté cette attitude bizarre chez les Zourov, dans l'espoir qu'en grand familier de la famille, il l'éluciderait. Au moment où j'entrais chez lui, il envisageait de se tourner sur le flanc gauche. Bonjour Nikon Ustinitch, lançai-je. Il répondit d'un hochement de tête. En forme? Hochement de tête à nouveau, en signe d'acquiescement. Il n'aimait pas dépenser sa salive en vain. Les Zourov te saluent et se plaignent que tu les aies désaimés totalement. Il secoua la tête en signe de protestation. Mais profère donc un seul petit mot au moins. Attends un peu, laisse-moi m'éveiller, on va servir le petit déjeuner. Après, je songerai peut-être à bouger un peu. 5 minutes plus tard, un serviteur apportait avec difficulté sur la table ce que Nikon Ustinovitch appelait modestement son petit déjeuner, suffisant pour 4. Un morceau de roast-beef tenait à grand-peine sur une assiette, des œufs garnissaient tout le pourtour du plateau, une tasse, ou plutôt un bol de chocolat fumait au milieu comme un vapeur, et une bouteille de bière anglaise dominait le tout comme une tour. Eh bien, maintenant, commença à dire Tiagelenko, en tentant de se soulever, mais il ne réussit à faire ni l'un ni l'autre, et il retomba sur son coussin. Tu manges vraiment tout ça, à toi tout seul? Non, j'en donne aussi aux chiens, fit-il, en désignant un minuscule bichon, qui, sans doute pour complaire à son maître, restait toujours vautré à la même place. Bah, Dieu te jugera. Sans blague, ajoutai-je, ne viendrais-tu pas dîner avec moi chez les Zourov? Quoi? Tu perds la raison, dit-il en faisant un geste de dénégation. Reste plutôt avec moi, j'aurai un excellent jambon, de l'esturgeon, des raviolis sibériens, des saucisses, du pudding, de la poule faisane et des croquettes de pommes de terre. J'ai moi-même indiqué comment les préparer. Non merci, je leur ai promis. De surcroît, nous aurons à table une intéressante conversation concernant les préparatifs d'une promenade. Soudain, le visage de Tiagelenko s'anima dans un suprême effort. Il se souleva à demi. Toi aussi? Que signifie ton exclamation? Demandai-je. Je t'ai cru malade. Malade? Merci pour ta sollicitude. Mais d'où as-tu pris ça? J'ai cru que tu avais subi la contagion. Ça ne s'améliore pas. Contaminé par qui? Par qui? Mais par les oafs. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Explique-toi, je t'en prie. Les Zourov ont une maladie. Que dis-tu? Quelle maladie? M'écriai-je avec effroi. Une maladie bizarre et très contagieuse. Assieds-toi, écoute, et ne me bouscule pas. Oh, je prévois déjà une fatigue mortelle avec tout ce que j'ai à raconter. Une paille, mais il n'y a rien à faire, je dois te sauver. Je ne t'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, car il n'y avait aucune nécessité. Tu ne vivais pas à Pétersbourg. L'été, or durant cette période, on ne peut rien remarquer chez eux. Ils ont de l'esprit à revendre, le temps passant qu'on le voit en conversation. Mais en été, c'est incroyable, ils ne se ressemblent plus. Ce sont tout à fait d'autres gens. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ils n'ont qu'une chose en tête, des plaintes, et il n'y a rien à faire pour les aider. Dis-moi au moins le nom de cette affection, et décris-moi les symptômes. Elle n'a pas de nom, sans doute parce que c'est le premier cas. Quant aux symptômes, je vais t'expliquer par où commencer. C'est que, vois-tu, c'est difficile quand on ne connaît même pas le nom. Bah, admettons pour l'instant que je l'appelle la maladie maligne.
Plus tard, quand les médecins s'y feront retrouver, ils l'appelleront à leur gré. Le fait est qu'en été, les Zourov n'ont plus du tout envie de rester à la maison. Voilà quelle est leur terrible, leur mortifère infirmité. Et Tiagelenko de lâcher un soupir accompagnant une grimace acide, comme si on lui retirait un bon morceau de la bouche. J'éclatai de rire. Sacrebleu, Nikon Oustinitch, c'est une maladie à tes yeux seulement. Tu souffres toi-même d'un mal beaucoup plus dangereux, à rester tout ton siècle durant vautré sur ton lit. Cette extrémité causera ta perte beaucoup plus sûrement. À moins que tu ne plaisantes. Plaisanter, moi? C'est une maladie, mon vieux, une terrible maladie. Je vais être plus clair. Ce qui les perd, c'est une incoercible envie d'aller se promener à la campagne. Mais c'est une passion très saine. Je leur ai moi-même promis d'y participer. Tu as promis, se récria-t-il. Oh, malheureux Philippe Klimitch, qu'as-tu fait? Tu es perdu. Pour un peu, il se mettait à pleurer. En as-tu au moins parlé avec Vérénitsine? Pas encore. Ah, tant mieux. Il est encore temps de tout arranger. Mais seulement si tu fais comme je te dis. Je le contemplais abasourdi, tandis qu'il continuait. Moi-même, il m'arrivait, t'en souviens-tu, dans l'ancien temps, quand j'étais bête au point de passer la majeure partie du jour et de la nuit debout sur mes jambes. Ce que c'est que la jeunesse. Il m'arrivait, non sans déplaisir, d'aller en forêt, avec une petite provision, par exemple une poule faisane rôtie sous le bras et une bouteille de Malaga dans la poche. M'asseoir sous un arbre par une chaude journée, manger un morceau, m'allonger sur l'herbette. Bon, et ensuite à la maison. Mais ces gens, ils se tuent en promenade. Imagine à quoi ils en sont rendus. Si d'aventure en été ils restent à la maison un jour de trop, eh bien, selon leur propre aveu que j'ai recueilli lors d'une de leurs crises, quelque chose les oppresse, leur pèse, ne les laisse pas en paix. Une force irrépressible les pousse et les tire hors de la ville, un esprit méchant les possède, et les voici. Là, Tiagelenko se mit à parler avec fougue. Les voici qui voguent, qui sautent, qui courent, et arrivés sur place en voguant, sautant, courant, ils marchent quasiment jusqu'à en mourir, et quitte à défaillir sur place, ils s'obstinent à escalader des falaises et à explorer des ravins. Et Tiagelenko de souligner chaque terme à grand renfort de gestes éloquents. Il traverse des rivières à gué, il s'enlise dans des marais, il se fraye un passage dans des taillis épineux, il grimpe au sommet des arbres les plus hauts. Combien de fois ont-ils failli périr en se noyant, en tombant dans des précipices, en s'enfonçant dans la vase, et même quelle horreur, après avoir transi de froid, enduré la faim et la soif. Tout ce discours imagé sortait de Tiagelenko avec la transpiration. Oh, il était superbe en cet instant. Une noble fureur se lisait sur son front majestueux que parsemait de grosses gouttes de sueur qui lui coulaient sur les joues et que l'expression inspirée de son visage eussent pu faire prendre pour des larmes. Devant moi venait de ressusciter une certaine antiquité, l'âge d'or du classicisme. Je cherchais une comparaison digne de lui parmi les héros du passé, et lui trouvai une ressemblance avec l'empereur romain Vitellius. Bien, bravo, bravissimo, criai-je, et lui de poursuivre. Oui, Philippe Klimitch, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe qui les a atteints, marcher toute la journée. Encore heureux qu'ils transpirent, c'est ce qui les sauve. Mais bientôt, même cette bonne rosée va se tarir par éreintement, et alors qu'adviendra-t-il d'eux? Or le mal a déjà plongé de profondes racines, il flue lentement au long des membres et dévore leur essence vitale. Ah, ce bon Alexis Petrovitch, cette chère Maria Alexandrovna, la distinguée grand-mère, les enfants, pauvres jeunes gens, la jeunesse, une santé florissante, de brillants espoirs, tout va fondre, disparaître dans l'épuisement, dans des travaux trop lourds et volontaires.